Bounty law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? Not when there's 3 of them and 1 of me. Spéculation by SoFilm, épisode 25. Et aujourd'hui, nous recevons un invité surprise, Karim Leclou, comédien. Un grand merci déjà d'avoir accepté notre invitation et puis d'enregistrer ce podcast avec nous. C'est très très sympa. Merci à vous, surtout que on est aussi avec un match de l'équipe de France, autant le dire. Hein. C'est la finale des Jeux Olympiques. L'équipe de France de football de Thierry Henry mène 1-0 contre l'Espagne. On espère qu'ils vont aller... Enfin, ce serait pas mal que cette équipe gagne les JO. Oui, voilà. Parce qu'on découvre une deuxième passion en plus du cinéma chez toi, c'est le foot. Ouais, mais et ça, je c'est m'attendais pas. On va pas en bien parler, sûr. on va parler de cinéma. Mais je m'attendais pas à ce que tu aies une connaissance aussi profonde, quoi, des équipes, des joueurs. Enfin, c'est assez fou. Hein. Oui, c'est lié à mon enfance. Voilà, je sais pas, j'aime le sport. Déjà, les JO, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que là, le foot, j'ai suivi le parcours de l'équipe de Thierry Henry. Et c'est beau, quoi, qu'ils mènent 1-0. Voilà, on va voir. On est en plein match quand on enregistre ce podcast. Alors, tu es à Dijon parce qu'on présente en avant-première à l'Eldorado le roman de Jim, le dernier film des frères Larieux. Tu as le rôle principal. Et alors, peut-être pour commencer la discussion, on sait que toi, quand tu aimes un film, tu aimes beaucoup aussi l'accompagner en salle. Ouais. Et ça avait été le cas, on t'avait reçu l'an dernier pour Vincent doit mourir de Stéphane Castan. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir accueillir des comédiens parce que c'est pas toujours le cas pour nous. Et quel sens un peu tu donnes, ou est-ce que pour toi c'est aussi un plaisir de venir à la rencontre des spectateurs, d'aller en salle, de voir ce qui se passe concrètement dans les cinémas? Ouais, enfin c'est complètement ça. C'est pas du tout un aspect pour chez moi promotionnel. C'est plus déjà l'idée quand on a aimé faire un film de le défendre et d'aller le présenter, d'échanger aussi avec le public. Ça permet aussi égoïstement en tant qu'acteur de progresser sur son métier, parce que je trouve que c'est un rendu qu'on a assez peu, celui des spectateurs et non pas forcément des professionnels de la profession, et je trouve que ça fait du bien. Et puis aussi quand on est acteur en tout cas au cinéma ou à la télévision, il y a le public, on le rencontre pas. C'est à la différence du théâtre, c'est pas du spectacle vivant. Et là, c'est aussi le plaisir de tout simplement de franchir un peu le mur de l'écran et puis de discuter avec des gens et puis de voir leur ressenti sur les films et aussi, comme je le disais, d'écouter, d'échanger, puis le plaisir de l'échange, de découvrir aussi les gens qui défendent comme toi, le cinéma d'auteur, le cinéma tout court, les gens qui concrètement toute l'année défendent le cinéma, et je trouve que c'est une manière de soutenir le cinéma pour moi qui me semble importante, et j'ai envie de défendre les films et même de défendre les salles. Et puis je trouve que le cinéma ça crée du lien. Il faut vraiment qu'on ait sinon je vais toujours regarder l'écran. On va monter un tout petit peu le son pendant que moi je pose ma question. Tu dis un truc moi qui m'étonne beaucoup. Tu dis progresser, me faire progresser. Ouais. Qu'est-ce qui, dans le retour d'un spectateur, peut, j'imagine pas sur le moment, mais qu'est-ce qui peut amener ensuite, en effet, à se dire tiens, la prochaine fois j'y penserai, ou je sais pas comment ça fonctionne. Peut-être des réflexions sur un rôle. Tout d'un coup, il y a une réflexion pertinente, je sais pas, sur une interprétation, sur une incarnation, sur peut-être une possibilité qu'un spectateur voit au film qui a pas été développée. Et je trouve que tout d'un coup, ça affine aussi le regard. L'Espagne vient d'égaliser un partout. Voilà, donc il y a de la progression de l'autre côté aussi. Oula. Attention. Non, de la régression, pardon. De la régression pour nous. Un partout. Un partout, voilà. Mais donc, ce soir, donc, va être montré à l'Eldorado le film d'Arnaud et Marie Larieux, qui est adapté d'un roman, le roman de Jim de Pierrick Bailly, qui est un roman, je crois, dont on a déjà pas mal parlé. Si on prend les choses un petit peu dans l'ordre, tu as déjà fait des débats autour de ce film, c'est pas la première fois ce soir. Non, ça fait pas mal de fois là qu'on présente le film depuis. Et qu'est-ce qui justement par rapport à cet intérêt que tu portes aux rencontres avec le public, là, avec ce film-ci, qu'est-ce qui te revient, qui est en train peut-être pour toi de mûrir? Non, mais quelque chose d'assez beau sur
comment il est universel, le film. Comment il touche, comment il parle aux gens, comment il rentre dans un intime avec le spectateur, hyper... Enfin, je trouve ça très dur de faire de l'universel et vraiment encore plus quand de l'universel accessible, simple mais pas simpliste. Enfin, quelque chose et sans esbrouf. Et du coup, par exemple, je me suis beaucoup interrogé sur comment la mécanique et la richesse du scénario des Frères Larieux, comment ils ont réussi à toucher une des choses les plus dures pour moi en art, qui est vraiment l'universel. Je trouve ça très 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 dur. Et du coup, voilà, je m'interroge sur comment on fabrique un tel objet, et je suis assez content de voir que effectivement, lors des débats, on sent que c'est un film qui, de manière générale, touche les gens dans une sorte d'intime, et qui est comme un portrait assez aussi déformant, mais même le personnage principal que j'incarne, c'est un personnage qui a une force de résilience, qui avance, qui fait face aux difficultés. Je trouve que c'est un personnage qui a une sorte de résonance dans ce pays, qui est pas un personnage si neutre, alors qu'on pourrait le voir comme passif, alors que pas du tout. Et j'aimais bien, par exemple, comment ils ont su développer avec beaucoup de finesse ça dans l'écriture. Et quand je parlais de s'interroger sur les processus créatifs, et que souvent les spectateurs, je trouve qu'il y a aussi une parole intéressante. C'est aussi parce que justement il y a des retours dans ce sens-là, et de te dire tiens, comment ils ont fait, quel est le ressenti, qu'est-ce qu'on en ressent, aussi des fois peut-être que s'il y a empathie pour mon personnage, c'est parce qu'aussi il y a une grande actrice en face de moi qui est Laetitia Dush, qui fait un sublime travail, et du coup de se dire tiens, comment on crée aussi des choses sur la justesse du sentiment. Je me rappelle aussi de discussions beaucoup qu'on avait sur la pudeur de l'émotion avec les Frères Larieux, parce que c'est un mélo, mais en tout cas qui se voulait pas tirer l'arme, mais pour qu'ils puissent prendre sur toute une durée, il fallait qu'entre guillemets il y ait une retenue chez le personnage, et de voir que tout d'un coup, chez le spectateur, peut-être, en tout cas, certains sont touchés par le film. On se dit, voilà, des fois, comme quoi on travaille dans la retenue, quand l'écriture est vraiment bien taillée, comment l'incarnation peut exister à travers les mots. Et je trouve que sur ça, c'est des fois des éléments de réflexion, autres que ceux des, entre guillemets, des professionnels de la profession. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis aussi, quand je disais le plaisir de défendre le cinéma, c'est que je me rends compte la chance depuis maintenant 15 ans que j'ai de faire ce métier, et de me dire à quel point c'est précieux, et du coup je trouve que de venir en salle, de défendre les films, de créer entre guillemets, mais même pour les salles de l'événement, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui par rapport au moment où moi je suis né en 1982, j'ai l'impression que même dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, le cinéma était précieux et rare. Or, aujourd'hui, l'image n'est plus précieuse et rare. Je veux dire, le développement de toutes les plateformes, d'Internet, des smartphones, il y a quelque chose où c'est un peu moins exceptionnel. Là où d'autres choses ont pris peut-être le pas, le sport, le jeu vidéo, où il y a quelque chose où, en tout cas, de faire l'événement, c'est toujours compliqué. Et du coup, je trouve ça chouette de défendre aussi les films, et de les amener, de discuter en salle, d'échanger aussi autour tout simplement des films. Je trouve que c'est hyper constructif, intéressant, et puis ça permet aussi égoïstement de découvrir des jolis coins de France, de découvrir des territoires qu'on connaît pas, de voir aussi la réalité concrète des salles, d'échanger aussi, même de connaître un peu plus la logique de comment ça se passe pour les exploitants de salles, comment ça se passe aussi quand on fait un film, tout d'un coup, tiens, quel public, comment, quelles sont les bonnes périodes, d'essayer de comprendre un peu, de façon un peu plus large, ce métier, quoi. D'accord, je te propose, Karim, qu'on échange de place, tu pourras plus facilement garder un œil. Ah non, là, justement, il faut pas. Faut pas, sinon Parce que moi, je peux en garder un. Je vois qu'il y a eu des actions, mais il se passe rien de... Ce personnage, donc, il s'appelle Emmerich, il a au moins ce que tu dis fait quoi, deux caractéristiques qu'il a, et qui a aussi le rôle. Ouais. D'une part, c'est quelqu'un qui est défini par la voix off, donc la voix off, c'est toi, très tôt comme quelqu'un de gentil, et qui, parce qu'il est gentil, souvent se met dans des situations pas possibles, notamment avec les filles. Puis l'autre aspect, c'est le fait que le rôle s'étale sur une vingtaine d'années, à peu près. Complètement. Ça, c'est dans un film qui lui-même est pas très très long. Donc ça, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose de particulier, ça? Se dire que on commence en l'été 96, je crois, et Emmerich, il a une vingtaine d'années, et on termine 20 ans plus tard, donc forcément il a 40 ans, donc il a à peu près l'âge que tu as aujourd'hui.
Ouais, c'était particulier. Il a même, je crois, à peu près 45 ans. C'est sur 25 ans de vie, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était particulier. Après, il y avait une chose que j'aimais bien. Et j'ai même demandé au frère Larry une petite astuce. Je me sentais capable, parce que la trentaine était pas loin, donc pour l'incarner, la trentaine et la quarantaine me paraissaient assez facile à incarner, même sur ce sentiment de maturité du personnage, quelque chose de plus proche de moi. Et je voulais, en fait, ce qui me dérangeait un peu au départ, c'était sur la période de la vingtaine. Parce que, comme je le dis souvent, quand je me vois physiquement, si je disais que j'avais 20 ans, je me dis c'est un 20 ans en fin de vie. Ouais, et puis en plus, dans le film, non seulement il a 20 ans, mais en plus, au début, ce qui est un peu étrange, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a 20 ans, mais il est déjà post quelque chose. Oui, il revient déjà au début, ça commence par des retrouvailles. Et ce qu'on s'est dit tout de suite, moi j'ai demandé une petite astuce au frère Larry, parce que j'ai vu qu'il y avait une voix off. Je leur ai dit, écoutez les gars, jouons une convention avec le spectateur. Moi qui va me tranquilliser au niveau du jeu, où là où je vais pas minauder trop le sentiment justement de naïveté, de jeunesse, et je vais pas travailler forcément trop pour, et je vais juste avec cette convention dans la voix off. Et d'ailleurs il y a une phrase qu'ils ont décidé d'écrire, parce que sinon j'aurais pas pu faire le rôle, réellement ça me bloquait, c'est de dire on est dans un souvenir, parce que dès le départ on est dans un souvenir. Il dit j'avais 20 ans, je sais plus trop à quoi je ressemblais. Ça raconte que c'est un personnage déjà qui se regarde pas et qui est plus altruiste et qui regarde les autres. Et en même temps, on est dans une convention avec le spectateur. Il y a 2-1 pour l'Espagne. Ok. Bon, ça arrive, hein, voilà. On a d'être avec une convention avec le spectateur qui fasse que tout d'un coup, on n'est pas forcément dans un code réaliste. Il dit d'ailleurs aussi, je crois, j'étais dans un film, non? Il dit quelque chose comme ça. Oui, à un moment, dans une des premières scènes, effectivement. Et du coup, ce départ est pas forcément ultra réaliste. Et puis, on est dans un film ellipsé. Et c'est ce que j'aimais aussi. Ça veut dire que c'est un personnage qui choisit de présenter des choses et de pas s'appesantir sur d'autres. Il y a même des vrais choix autour de la narration. Par exemple, un moment entre le personnage de Florence et sa rencontre avec Olivia, une période dans le bouquin où le personnage s'attarde un peu plus sur ses déboires, sur comment il vit la chose. Là, ils ont décidé, les frères Larry, par exemple, eux, de l'ellipser complètement et d'aller directement à la rencontre. Et ce que j'aimais bien dedans aussi, c'était ce que ça racontait à travers lui, ce qu'il choisit, en tout cas, ce personnage de présenter, c'était finalement comment il est marqué par la question de la relation à l'autre et de l'amour entre les êtres, avec ses joies et ses blessures dans toute une vie, quoi. Et je crois qu'à la fin, c'est ce qui reste, ou en tout cas, c'est une chose qui compte beaucoup, je crois, dans une vie. Comment ça nous définit, quand on est avec ses blessures, mais même de ce qu'on reçoit de ses parents, jusqu'au moment où on est sur un lit d'hôpital et puis on se dit, bah tiens, qu'est-ce qui nous reste, c'est quoi nos relations. Attendons un peu, peut-être. Oui, je suis pas sur le lit d'hôpital tout de suite, mais je me disais, tiens, tout d'un coup, d'aller à cet essentiel-là, ça me paraissait assez intéressant dans le traitement. Et puis j'aimais bien aussi que je sais pas, il y avait une chose qui me plaisait beaucoup. Je trouve qu'il y a plein d'éléments aussi de socio-politiques dans le film, que par exemple l'intérim, que ce gars qu'on voit dans une région un peu qui a perdu beaucoup en industrie, qui a perdu beaucoup en termes d'habitants. Tout d'un coup, on le voit travailler d'intérim en intérim, mais sans jamais avoir ce que j'aimais bien aussi, comme beaucoup de gens, c'est pas un discours un faussement social qui s'appesantit sur la chose. C'est un personnage, voilà, qui est en intérim, basta, et on le voit d'intérim en intérim, sans pour en faire une chose qui touche au misérabilisme. Mais moi, c'était quelque chose que j'aimais bien. Et la région, c'est le Jura. Je le précise parce qu'on n'est pas très. Pardon. Très oui, ça se passe du côté de Saint-Claude, et c'est vrai que c'est une région à la fois. Disons que visuellement, c'est un régal. Je trouve que même dans le film, il y a un vrai spectacle lié à la région. Et en même temps, je trouvais que le Jura il y a quelque chose chez ce personnage où on sent qu'il est habité par cette région. D'ailleurs, il y revient. Oui, d'ailleurs, il a du mal finalement à la quitter. Et ce que tu dis est très juste sur le marquage social. Moi, je suis jurassien, donc je connais bien très bien cette région, et je sens qu'il y a un esprit jurassien dans le film, alors que les Larieux ne le sont pas du tout. Oui, mais ce qu'il y a une vraie, très belle adaptation du bouquin de Pierrick Bailly. Il y a eu une chose assez formidable dans leur collaboration. Il y a un coup franc. Il y a un coup franc. Bon, allez. Oh là là. Allez, 3-1. Bon, bah, voilà. Il se passe des trucs. Oui, il se passe beaucoup de trucs, là. Waouh, 3-1.
3-1, on a on a 20 minutes de jeu, c'est terrible. Bon, voilà, cet enthousiasme vite douché. Non, ça va revenir. J'espère, ce sera un match extraordinaire, mais 3-1, c'est dur. Je pense que ça va revenir. 3-1, c'est dur. Tu disais, dans l'adaptation, la collaboration entre la collaboration, Bailly en fait, déjà, Pierrick Bailly, c'est lui qui a envoyé, via sa maison d'édition PON, au frère Larieux son bouquin. D'accord, ça vient de lui. Ça vient de lui. Déjà, ça, c'est la première chose. Il l'a envoyé à plusieurs réalisateurs, mais tout en haut de la liste, il y avait les frères Larieux. La deuxième chose, donc, quand les frères Larieux ont choisi de le faire, ils ont fait une chose assez forte, je trouve, c'est qu'une dernière version de scénario, ils lui ont envoyé. Non pas pour qu'il corrige, non pas pour qu'il apporte même un ressenti, mais juste pour qu'il sache réellement ce qu'elle allait être tournée. Et je trouve que quand on travaille en transparence et qu'on dépossède pas les gens, ça donne des belles choses. Du coup, Pierrick a apprécié aussi, je crois, cette démarche. Et en plus, c'est un gars assez intelligent, parce que je trouve c'est un auteur qui est pas dans l'ego de la littérature, c'est-à-dire qu'il sait très bien que le cinéma, ça doit être différent, que s'il y a adaptation, on doit travailler autour. Et du coup, ils ont travaillé, les frères Larieux lui ont demandé, tiens, tu veux pas nous présenter les lieux de ton bouquin? Et ils ont fait une première semaine de repérage ensemble. Puis le plateau lui était ouvert. Il venait de temps en temps, comme ça, sur le plateau. Et en fait, j'ai trouvé que le fait de pas déposséder, d'avoir un dialogue tranquille et continu autour d'une adaptation, ça a en donné un très bon résultat. D'ailleurs, la gentillesse, je pense, du personnage et aussi la gentillesse de Pierrick Bailly, ça j'en suis persuadé. Et aussi, Pierrick qui venait, même qui a défendu le film et qui aime le film, mais parce que dès le départ, il n'a pas eu, je crois, ce sentiment de dépossession que parfois on peut avoir dans le cinéma quand on prend une œuvre et puis plus rien. Et cette façon d'avoir travaillé en toute simplicité et en collaboration, je crois que ça a amené des belles choses au film. Et une des particularités, on en a un peu parlé, mais peut-être on peut insister un peu. Donc c'est vraiment c'est vraiment le personnage principal, ça y a absolument aucun doute. On va pas révéler beaucoup, mais l'histoire est très très riche. Il traverse beaucoup de rencontres et de choix de vie qui sont très très forts, quoi. Je suis d'accord. Incontestablement. Et en même temps, c'est un personnage. On peut dire qu'il est gentil. C'est le mot qu'il emploie. On l'a dit. On peut dire qu'il est un peu effacé. On peut dire aussi, de manière un peu plus positive, ce que tu as dit aussi, qu'il regarde les autres. Ouais. Donc c'est à la fois le personnage principal et en même temps. C'est comme si c'était pas vraiment lui qu'on regardait, mais ce qu'on regarde, c'est son regard sur les autres. Si on peut dire. Ça. Or, toi, tu es un acteur qui a une présence très très forte. Beaucoup par le regard, mais beaucoup physiquement aussi, une présence très forte. Comment est-ce qu'on joue comme ça un personnage qui, au fond, est presque plus un relais vers autre chose que je sais pas si je le dis bien, mais on sent bien que, comme tu l'as dit, c'est l'histoire de son rapport aux autres. Oui. Plutôt que son histoire à lui. Ouais, déjà, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une écriture très bien taillée, qui permettait d'être en intériorité. C'est-à-dire que elle était très pudique sur le sentiment, elle était elle permettait de jouer par en dessous, comme on dit, c'est-à-dire de pas en faire des caisses parce que c'est pas un film où il y a des cris, où il y a des pleurs, on n'est pas dans des codes ou des clichés du mélo, et ça j'aimais bien. Et du coup, de pouvoir travailler souvent par en dessous et d'accéder à tout le challenge, on en a beaucoup parlé avec les frères Larieux, à une sorte d'intériorité, une sorte de viscéralité, et en même temps avec quelqu'un qui a du mal à exprimer. Et comme dans la vie, je trouvais ça aussi joli d'avoir un personnage qui a du mal à exprimer le sentiment, qui a une vraie blessure, mais en même temps qui essaye d'aller de l'avant et qui la révèle pas tout de suite. Enfin, il y a quelque chose qui me plaisait justement dans l'idée d'incarner un personnage justement avec peut-être des choses qui passent par en dessous là et contrastées par exemple avec l'énergie de Laetitia ou de Sarah, qui sont les deux protagonistes, Sarah Giraudot, pardon, qui sont les deux protagonistes féminins hyper forts du film et qui ont vraiment Laetitia, comme on la connaît, c'est une énergie de jeu que je trouve très forte, très singulière et avec une vraie puissance de jeu. Et Sarah, il y a quelque chose de très solaire dans Sarah Giraudot, dans ce qu'elle propose, et je trouvais que du coup il fallait épouser à la fois leur jeu et à la fois peut-être pour qu'il y ait un contraste, de jouer quelque chose à un autre rythme et à quelque chose un peu plus par en dessous. Et puis les frères Larieux, il y a une chose que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'ils uniformisent pas le jeu. C'est-à-dire que il y a plein d'acteurs et de corps différents dans le film. Il y a plein de, comme dans
dans une société et surtout plein de façons de jouer différentes. Et du coup ils demandent pas aux acteurs de tiens on va chercher une tonalité tous ensemble et une façon de jouer tous ensemble. Non, au contraire, je trouve qu'ils respectent un peu les tonalités de chacun de jeu et du coup il y a une sorte de rencontre réelle qui se fait entre les acteurs et les styles de jeu. Et moi j'étais assez ravi parce que c'est des acteurs et des actrices avec qui j'avais jamais joué pour la plupart, voire totalement. Est-ce que là, moi, j'élargis un tout petit peu. Est-ce que toi, tu trouves des points communs dans les différents rôles qu'on te propose? C'est-à-dire, est-ce que les cinéastes qui te proposent te voient peut-être d'une certaine manière? Et donc, ma question, c'est déjà comment toi, tu te décides en dernière instance de dire oui à un film? Quel est le processus un peu? Dire oui ou dire non? Parce que je suppose que tu dis non aussi pour certains films. Et je pense à quelques films là que tu as fait récemment. Je pense à Vincent doit mourir de Stéphane Castan. Je pense à Goutte d'or. Peut-être aussi à Temps mort. Peut-être une des particularités de chacun des personnages, c'est la question de est-il victime? Est-il bourreau? Et il est sans doute ni l'un ni l'autre. J'ai l'impression que ça traverse un peu tous les films. C'est-à-dire que peut-être il y a quelque chose en toi qui est de l'ordre peut-être d'une violence ou d'un truc qui pourrait s'exprimer. On se connaît pas personnellement. Non, C'est le portrait tout d'un coup qui devient très gênant. Je plaisantais vraiment. Je parle de tes personnages. On sent toujours on sent toujours que ça boue, quoi, que quelque chose pourrait bouger. Et en même temps, il y a tu arrives à développer une palette dans la bienveillance, la gentillesse. Le roman de Jim, ça montre à quel point on peut être bienveillant, ouvert aux autres, les regarder, les comprendre constamment, y compris quand on est blessé, quoi. Bien sûr, ouais. Donc, est-ce que tu penses que c'est, par exemple, cette question, est-il victime ou bourreau, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait traverser un peu toi, les personnes, ton moi de cinéma, quoi? Je sais pas comment le formuler. Non, j'ai bien compris. Je sais pas si ce n'est que j'aime bien la nuance dans les personnages. Voilà, je crois que ça rejoint un peu cette chose de victime ou bourreau, ou de bien, pas bien, de complexité. En tout cas, j'aime bien la complexité et la nuance. Par exemple, ce personnage, sans rien dévoiler du film, d'extrêmement gentil dans le cadre d'Emmerich. Ce que j'aimais bien, c'est que le scénario ouvre une possibilité à un moment qu'il fasse quelque chose de complètement dingue, d'irrationnel avec cet enfant. Parce que quand on essaye de lui arracher, lui, il a presque un sentiment de protection, ou s'il n'est pas arrêté par les événements, il se retrouve dans une chaîne d'information, alerte enlèvement, H24. Et ce que j'aime bien, c'est toujours ce rapport très presque, en tout cas, qui doit exister chez un personnage, pour moi, de contradiction, de complexité, de portrait nuancé, de capacité d'être à un endroit et à un autre comme dans la vie, de pas être un archétype figé où ça peut être drôle des fois à jouer, mais j'aime bien, peut-être je l'ai fait là dernièrement sur un film sur le général de Gaulle, un personnage comme ça qui pourrait être un archétype et une chose de plus droite, mais en même temps qui procédait de l'humour. Mais c'est vrai que la complexité, je trouve, et la nuance dans les personnages, c'est toujours quelque chose d'important et comme si les choses n'étaient pas définitives, même chez un personnage, même s'il y a le scénario, il y a quelque chose qui doit être, je sais pas, qui bouge, qui est en mouvement, qui est en contradiction, qui est pas figé. Donc c'est ça qui te décide, toi, à choisir tel ou tel rôle, ou refuser tel ou tel rôle? Non, après, c'est très étonnant. C'est aussi les envies du moment, c'est aussi comment l'écriture me parle ou pas, c'est est-ce que je m'en sens capable, c'est est-ce que le réalisateur en a vraiment, ou la réalisatrice en a vraiment envie, est-ce que quand on se rencontre, est-ce qu'on est d'accord sur la vision du rôle, est-ce qu'il y a une collaboration possible, collaboration autour des dialogues, de la vision du personnage, de comment et de qu'est-ce qu'on entend en commun, et disons que et puis il y a les moments de votre vie où tel ou tel scénario ça vous parle, puis aussi cette chose de tout d'un coup, vous avez été à tel endroit, vous avez envie d'aller à un autre endroit, et puis à un autre endroit, et un autre endroit. Et voilà, il n'y a pas de recette, si ce n'est que je sais que le scénario est une chose importante pour moi. C'est-à-dire que vraiment l'histoire, comment elle est racontée, ce qui est raconté dedans, c'est quelque chose qui me plaît et qui me donne envie ou pas. Déjà, dès la première lecture. Et après je creuse avec les cinéastes concernés. Mais c'est vrai que le scénario, pour moi, c'est un objet important. Mais le scénario, ça passe par un agent, ça, je suppose, pour commencer. Oui, mais... Le fait que tu lises ou pas un scénario, qu'il arrive ou pas sur... Non, ça,
j'ai de la chance d'avoir un bon agent et du coup, je reçois tout et je lis tout. D'accord. Je prends du temps parfois parce que des fois, il faut être dans la bonne énergie pour lire et je connais les bonnes énergies. Des fois, il faut... Comme là, c'est difficile de lire un scénario. Par exemple, s'il y avait un match de finale olympique avec Michael Olise qui fait une action dans la surface de préparation, mais qui ne va pas au bout pour l'instant. Donc ton agent filtre quasiment pas. Non, c'est souvent moi même qui lis. Puis après, des fois, il a lu avant moi, mais souvent, je lis avant. Puis des fois, je lui dis, c'est pas la peine, j'ai lu, voilà. D'accord. Mais il n'y a pas de filtrage, il n'y a pas de... Donc ça prend quand même, j'imagine, une partie assez importante de ton temps. Oui, ça dépend. Des fois, il peut y avoir... En tout cas, c'est d'essayer de bien lire, de lire de façon concentrée, parce que ça représente des choses importantes pour celui qui a écrit un scénario. C'est un temps de sa vie aussi qui dédie à ça. Et donc, du coup, j'essaye moi aussi de prendre un temps vraiment sérieusement pour le lire, quitte à revenir des fois, quand j'ai un doute, je le relis 2-3 fois de plus pour voir ce qu'il provoque. Je laisse un peu de temps. Puis je m'interroge aussi si j'ai vraiment... envie, puis aussi j'interroge l'autre aussi si vraiment il a envie, et puis après des fois j'ai envie d'adapter des choses au rôle, de travailler aussi, de voir comment on peut évoluer et travailler le rôle, et voilà. Mais c'est vrai que le scénario c'est quelque chose d'important, et j'aime bien justement que ça se répète pas, que ce soit des formes différentes, enfin un genre de cinéma différent. Il y a pas de règles. Il y en a aucune dans ma lecture, si ce n'est qu'il y a mon ressenti d'immédiateté. Il y a aussi des fois un plaisir d'amusement. Je peux aller faire quelque chose parce que ça m'amuse d'aller le faire. Je peux aussi aller faire quelque chose parce que ça me parle et que j'ai envie viscéralement d'aller défendre le rôle. Je peux aussi, par curiosité d'un univers que je ne connais pas et parce que je me sens finalement très lointain, je me dis tiens, ben pourquoi pas. Par exemple, sur les Frères Larieux, au départ, je me disais tiens, un film sur la douceur, entièrement sur la douceur. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un film de ce genre de registre. J'en avais jamais fait, à vrai dire, dont la caractéristique principale est quand même celui d'un homme doux qu'on traverse sur plus de 25 ans. Il n'y a pas de grand changement d'état psychologique à ce niveau-là. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à aller faire, peut-être que j'ai pas fait, explorer une voie et un sentiment au cinéma que j'avais pas encore fait. On est passé pas loin du 4e but, mais non. Tu connaissais les films des Frères Larieux déjà ? Non, je les ai regardés après. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que du coup, ça a une rencontre. Ça faisait 4 mois qu'ils étaient en casting. Au moment où tu les as rencontrés. Au moment où je les ai rencontrés. Et ils avaient fait des rencontres, ils envoyaient le scénario, ils n'avaient pas eu d'évidence. Et donc moi, le soir même, je partais tourner à Taïwan. Donc j'étais sur Hippocrate, puis j'avais une pause de 10 jours où j'allais tourner à Taïwan. Donc pour un film de Rachid Ami. Oui, j'ai oublié, je l'ai vu. Il y avait pour la France, et là c'était un autre pour film. la France, oui. Et là c'est Tales of Taipei, c'est un film vraiment taïwanais. Ah, c'est un autre qui n'est pas sorti encore. Non, qui est pas, je sais pas. C'est le même réalisateur donc que pour la France. Ouais, c'est en fait là c'est une sorte de. Parce que pour la France, il y a un moment. Une grande partie à Taïwan. Voilà, et là c'est un film vraiment 100% de taïwanais où ils ont invité des réalisateurs. C'est une série de courts-métrages. Ouais, exactement, asiatique, un peu sur le mode Paris je t'aime, mais à Taïwan et à Taipei. Et du coup, je partais le soir même, et je me suis dit que j'allais pas être dans la séduction, et eux non plus le sont pas, et qu'on s'est rencontrés, on a échangé le plus simplement du monde autour du scénario. Puis après, j'ai découvert leur cinéma. Parce que ce film des Larieux, le roman de Jim, il est assez différent de certaines choses qu'ils ont pu faire dans le passé, qui était un cinéma plus où, disons, la sexualité prenait plus de place, que peut-être la comédie aussi. Vous avez une autre région, mais c'est peut-être pas très important. L'idée que peut-être c'est un film différent pour eux, ça a joué pour toi aussi ou... Ce qui a joué pour moi, c'est de voir comment il résonnait en eux. Voilà. Comment cette histoire était... Ouais, là, j'ai très vite compris que ça résonnait en eux, que c'est à la fois ce portrait à la fois doux, mais assez âpre d'une vie, et avec des événements durs qui peuvent s'y passer dedans, et cette capacité à aller de l'avant. Je crois que ça leur est pas totalement étranger. Et du coup, j'ai été très, très séduit. Puis même humainement, déjà, premièrement, le scénario m'avait beaucoup touché. Puis humainement, quand on s'est rencontrés, je les ai observés, ils disent bonjour, au revoir, merci. C'est ces petites choses qui paraissent si banales, mais que parfois on oubliait. Je me suis dit, tiens, tout d'un coup, ça a l'air en plus d'être des gens bien et qui sont pas dans une forme de malhonnêteté intellectuelle, qui cherchent juste à faire un film et un scénario, alors qu'ils en ont absolument, il y a aucune importance avec le film. Et là, je me suis dit que c'était complètement cohérent. Et voilà, ça m'a donné envie. Est-ce que dans le travail avec les acteurs,
est-ce que le travail avec les acteurs revient plutôt à l'un ou à l'autre, ou est-ce que c'est égalité? Ça se mélange bien. C'est-à-dire qu'on dira que, on va dire que Arnaud est plus proche de là sur ce film-là de la chef-op, parce qu'il a été lui-même chef-op, donc qui s'occupe aussi beaucoup on va dire du personnage, mais dans le cadre, presque en termes de géométrie d'espace, quoi. Là où Jean-Marie va être un peu plus proche des acteurs mais pas réellement, je dirais pas de la direction classique, mais comme ça, voilà, il parle beaucoup aux acteurs sur des fois les intentions, par touche, comme ça, mais parfois, ça s'interchange, et Arnaud vous dit une phrase très juste, très forte, qui fait que ça va déclencher quelque chose dans la scène, mais disons qu'il n'y a pas de choses prédéfinies totalement, mais que c'est un peu dans ce sens-là que ça se passe. Mais il y en a quand même un des deux qui, tu dis, parle beaucoup aux acteurs. Qui parle un peu, oui, un peu Jean-Marie, plus, Jean-Marie, ouais. qui est un peu plus peut-être volubile, mais ça n'empêche pas Arnaud aussi de venir comme ça et d'avoir 2-3 mots très percutants qui vont changer peut-être quelque chose dans la scène. Et je crois qu'ils travaillent beaucoup en amont, notamment sur les scénarios, donc ils prennent le temps d'être d'accord pour se présenter au plateau. Puis il y a une chose qui est aussi intéressante, c'est qu'ils prennent le temps. C'est-à-dire que quand on arrive, ils regardent comme tiens, la scène, jouez là. Puis ils s'interrogent où ils vont placer la caméra, comme qu'est-ce qu'ils veulent de la scène. Enfin, il y a un truc où ils prennent le temps, presque un cinéma qui, dans le process de production, parce qu'on va aller toujours de plus en plus vite, fait que c'est assez rare aujourd'hui de trouver de telles dispositions. Et Stéphane Castan, par exemple, comment est-ce qu'il était, quel type de directeur d'acteur il est? Donc pour Vincent Demour. Il était génial. C'est un gars qui vibre son film déjà. C'est un gars, moi, avec qui j'ai beaucoup travaillé en amont. Je le remercierai jamais assez. On a fait un été autour du personnage, réellement, des scènes, de qu'est-ce que ça veut dire, des pièges dans lesquels pas tomber. Je trouve que c'est en plus un réalisateur et metteur en scène que je trouve intéressant, parce que pas faussement psychologisant. Enfin, il est vraiment en tout cas, dans Vincent d'Amourir, pour mon personnage, il y avait une action très premier degré à suivre, et que tout le reste allait découler de la situation, et non pas de coller une fausse psychologie de personnage ou des faux enjeux de scène. Je trouve que c'est un metteur en scène très viscéral, qui vibre vraiment sur le plateau, qui emmène ses acteurs et comme une troupe de théâtre, puisqu'il lui-même a été acteur et aussi il a travaillé beaucoup au théâtre, et je trouve que ça se ressent beaucoup il y a une sorte d'énergie collective sur son plateau où tout le monde est très dévoué pour le film, et c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de tout le monde, qui est pas dans des rapports de pouvoir, qui est un type assez, complètement même passionnant, mais avec qui on peut toujours échanger, et non, ça a été un plaisir inouï de travailler à ses côtés. Je trouve que c'est un gars d'une créativité, qui tente des choses différentes, qui a des codes différents, et qui fait ce qui lui plaît réellement. Il cherche pas à séduire qui que ce soit, si ce n'est à essayer de faire un film qu'il avait envie de faire sur le moment même. Et ça, c'était quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Puis très vite, dès le départ, on est tombé d'accord sur Vincent doit mourir, sur des corps du quotidien qui s'entrechoquent, et non pas sur des corps bodybuildés, ou une version du film d'action qu'on voulait à la française, et pas de copier des codes de narration américaine. Et je trouvais que c'était quelqu'un qui regardait en plus sa société, et puis j'aimais bien l'aspect même comédie romantique qu'il avait, un peu déjanté, mais en même temps complètement délicate. Là on est passé pas loin du 3-2. Là. Ouais, on est passé pas loin du 3-2, et mais il y a 7 minutes d'arrêt de jeu, et c'est Arnaud Tenas qui fait un arrêt exceptionnel sur une tête de Mateta. Voilà. Alors, moi, j'ai peut-être une dernière question, à moins que tu en aies d'autres. Ça, c'est une question qui m'intéresse. On en a très rapidement parlé là ce midi. Tu es aussi connu pour être un comédien de série, la série Hippocrate. Ouais. Et comment tu dirais, dans ton métier d'acteur, est-ce qu'il y a une différence quand tu joues pour une série ou quand tu joues pour le cinéma? C'est un peu particulier, parce que Thomas Lilti, c'est un metteur en scène qui vient aussi du cinéma, et qui réalise tous les épisodes, et qui s'investit comme s'il faisait un grand long métrage, ou 3 grands longs métrages. Donc déjà, ça, c'est pas un cadre si classique de série. Il l'apporte vraiment, il est à l'écriture, il y a
pas une série de faiseurs, c'est pas une série qu'on lui commande, mais c'est des choses qui lui tiennent à cœur et sur lesquelles il s'interroge. Donc déjà, ça change, j'ai l'impression, énormément de choses sur l'aspect de la série. Et non, après, du coup, l'investissement sur le plateau, là, dans le cadre de Thomas, il est très, très important. Je dirais que par contre, en tant qu'acteur, ça laisse peut-être plus de temps, parce qu'on a un peu plus de temps pour disséminer des choses ici et là, de jeu, de comment instaurer un rôle sur X épisodes. C'est encore un peu différent. On a une lecture peut-être qui permet, enfin, sur la série, on a plus le temps d'installer les choses parfois que sur un long métrage, sur je sais pas, 6, 10 épisodes, 2 saisons, 3 saisons. Ça permet d'installer un personnage là où des fois au cinéma, en 1h40, on doit faire passer un personnage. C'est peut-être dans ce process-là que c'est un peu différent, mais... Et dans la journée de travail, par exemple, est-ce qu'il y a une grosse différence quand on est au cinéma et quand on est dans une série? Ben, logiquement, oui. Mais c'est là où moi je dis, c'est pour ça que je parle d'une exception avec Hippocrate, c'est que Hippocrate, quand Thomas le fait, il donne presque les conditions du long métrage. Mais c'est vraiment, il est à la production, il est à l'écriture, il est au montage. Enfin, c'est pas une série classique. C'est pas une série, comme je disais, de faiseurs avec des commandes et des techniciens qui viennent, des réalisateurs qui deviennent des techniciens ou qui travaillent pour un showrunner. Non, c'est lui qui est là de A à Z. Donc c'est très 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 différent d'une série classique, et on est sur un rythme de presse de tournage de 90 jours où il y a pour faire une saison et où il y a vraiment le temps de construction, le temps presque très proche du long métrage. Il n'y a pas un nombre de séquences délirantes comme sur d'autres séries, et là on a un peu plus de temps. Après je trouve que voilà, le cinéma est toujours aussi une chose spéciale, voilà, qui tient de l'ordre de l'objet pour moi. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup le cinéma aussi. Est-ce que pour terminer, tu peux dire quelques mots des prochains rôles dans lesquels on va te voir? Oui, Hippocrate, la saison 3. Ouais, à la rentrée? Qui sort au mois de novembre. D'accord. Voilà. Donc c'est fini, tout ça c'est fait? C'est tourné, c'est monté, et ça va sortir là au mois de novembre. Une apparition aussi dans le film de Gilles Lelouch, L'amour ouf, où je joue un père là différent, un père qui a la main un peu lourde et qui a du mal à exprimer le sentiment, mais qui pour autant aime ses enfants, mais un père ouvrier qui est marqué un peu par la difficulté et d'avoir un boulot qui l'éreinte, et une famille aussi un peu nombreuse, et qui rappelle aussi une génération de pères des années 70-80. Et enfin, un rôle sur le film en 2 parties du Général de Gaulle, où je joue Błażej, un personnage d'origine polonaise en Angleterre, un peu décalé, dans un univers très sérieux et très militaire, où lui est un personnage qui est une sorte de gardien d'immeuble, homme à tout faire, plombier, qui un jour vient réparer une fuite dans l'appartement où se trouve le général, où se réfugie le général de Gaulle à Londres. Mais il va s'engager dans la France libre alors qu'il était juste venu réparer une fuite. Voilà. Et qui réalise ce film? Antonin Baudry, qui avait fait Le Chant du Loup. D'accord. Voilà. Ok. Bon merci beaucoup, Karim. Merci. Et bonne deuxième mi-temps, surtout. Merci, j'espère que ça va mieux se passer que la première. Et puis donc à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Merci. Merci.